Bienvenue dans cette nouvelle séance consacrée à la première séquence d'histoire de la classe de 6e intitulée « Les débuts de l'humanité ». Après avoir planté le décor spatial et temporel de la séquence, après avoir découvert les premiers hommes à travers les dessins de l'art pariétal ou rupestre contenus sur les parois de la grotte Chauvet, ça c'était en histoire des arts lors de la séance précédente, nous allons maintenant découvrir nos ancêtres communs à tous, à toi comme à moi, à savoir les hominidés, et nous allons brosser un rapide panorama de l'évolution entre Toumaï et l'Homo sapiens. Donc grand E, de Toumaï et l'Homo sapiens, les hominidés. Et donc la question, elle est toute simple, hein, mais la réponse demande quand même un peu d'analyse. Qui sont nos différents ancêtres communs? Et puis c'est sous-entendu, mais comme il va y avoir donc une très très lente et progressive évolution de Toumaï à l'Homo sapiens, qu'est-ce qui les différencie les uns des autres? Qu'est-ce qui fait qu'Homo erectus n'est plus Homo habilis? Voilà, c'est le genre de choses que nous allons tâcher de découvrir ensemble au cours de cette séance. Au cours de cette deuxième partie de séance consacrée aux premiers hommes, nous allons voir que les premiers hommes ont effectué des progrès à la fois très lents, mais décisifs. Si on regarde maintenant ce document, cette carte, eh bien, nous avons ici la carte des découvertes archéologiques majeures en ce qui concerne les fossiles d'hominidés. Autrement dit, les endroits où un certain nombre d'archéologues ont d'une certaine façon touché le jackpot parce qu'ils ont déterré souvent des crânes, mais c'est parfois beaucoup plus modeste, ça peut être un fémur, un tibia, parfois un squelette. Alors là, le squelette, là, c'est encore mieux. Et donc, force est de constater que les principales découvertes, et plus exactement les découvertes les plus anciennes, ont toutes eu lieu en Afrique. On a trouvé d'autres squelettes, d'autres crânes, d'autres fossiles un peu partout dans le monde, certes, mais ce sont des fossiles plus récents. Et en ce qui concerne notamment les préhumains, c'est-à-dire en particulier les australopithèques, c'est en Afrique qu'on les trouve et nulle part ailleurs. Donc il faut en conclure, logiquement, jusqu'à preuve du contraire, que l'Afrique est le berceau commun à toute l'humanité. C'est ce qu'on a vu quand on a fait la carte il y a de cela 2 séances. Et si on est un petit peu plus précis, on se rend compte que, là ce sont les petits pictogrammes de couleurs, on se rend compte que, à l'exception de Toumaï, dont le crâne a été découvert au Tchad, et là on est quelque part à la frontière entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. Si on regarde la petite carte sur la droite, on voit bien que la plupart des découvertes de fossiles d'hominidés, préhumains ou premiers êtres humains, c'est en Afrique, et c'est plutôt prioritairement dans l'Est de l'Afrique, notamment dans la région d'Afrique de l'Est qui est en forme de corne de rhinocéros et qu'on appelle d'ailleurs la corne de l'Afrique, là du côté de l'Éthiopie. Un petit peu plus au sud, mais toujours dans une moitié est d'Afrique, quelque part du côté de l'Afrique centrale, dans la région des Grands Lacs, entre Kenya et Tanzanie.
Et on a aussi beaucoup trouvé, d'ailleurs assez récemment je crois, un certain nombre de fossiles dans un pays qui s'appelle l'Afrique du Sud et qui fait partie d'une région un peu plus globale qu'on appelle le sud de l'Afrique, autrement dit l'Afrique australe. Mais enfin, de toute façon, que ce soit l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale ou l'Afrique australe, on est toujours en Afrique. Alors, j'ai trouvé ce petit schéma nous montrant l'évolution des hominidés. Et ce petit schéma n'est pas inintéressant parce qu'il va nous permettre, ce qui est un des buts de notre séance, de voir en quoi chaque successeur est différent de son prédécesseur. Par contre, contrairement à l'arbre généalogique de tout à l'heure, le schéma, enfin là ici, le document qu'on a sous les yeux ne se lit pas de bas en haut, c'est tout le contraire, il se lit de haut en bas. C'est-à-dire qu'il faut partir de l'Australopithèque, puis découvrir l'Homo habilis, puis l'Homo erectus, puis alors ça bifurque, l'Homo neanderthalensis et l'Homo sapiens. Du coup, on va pouvoir faire un exercice qui nous permettra de comprendre les différences entre les uns et les autres. On va se servir des informations pour mettre des croix dans les différentes cases du tableau que tu as sous les yeux. Alors, j'ai zappé l'homme de Néandertal, histoire de simplifier un peu le travail, et donc finalement j'ai gardé l'Australopithèque, l'Homo habilis, l'Homo erectus et l'Homo sapiens. Alors, Australopithèque, qui veut dire singe du sud. Eh bien, c'est Lucie. Alors, ça n'est pas que Lucie, parce que Lucie a eu tendance à voler la vedette aux autres fossiles d'Australopithèque qui ont été découverts par la suite. Alors, pourquoi Lucie est-elle si célèbre? Eh bien, c'est parce que, comme tu as pu le voir tout à l'heure sur la carte, les archéologues ont déterré un squelette partiel, mais un squelette plutôt complet. Et ça, c'est très rare, pour ne pas dire unique. Alors évidemment, comme la perfection n'est pas de ce monde, j'allais dire qu'il manque à Lucie ce que curieusement on trouve plutôt assez souvent ailleurs, c'est-à-dire le crâne. On n'a trouvé que des fragments du crâne de Lucie, notamment de la mâchoire, mais c'est néanmoins suffisant pour pouvoir reconstituer les parties manquantes, si je puis dire. Et c'est pour cela que Lucie est restée célèbre. Lucie qui d'ailleurs ne s'appelle pas en réalité Lucie, enfin évidemment, c'est un nom qui lui a été donné par ses découvreurs. Et pourquoi Lucie? C'est parce que quand elle a été découverte dans les années 1960, il y avait un groupe de 4 garçons dans le vent, comme on disait, les Beatles, un groupe britannique très très à la mode qui passait à la radio. Et sur les petits postes transistors du camp des archéologues, passait en boucle Lucy in the Sky for the Diamonds, et c'était le titre des Beatles à l'époque, et ça leur a donc donné l'idée d'appeler leur fossile Lucie. Et qu'est-ce qu'il faut retenir de l'Australopithèque? Déjà que même s'il fait partie des hominidés, c'est pas un être humain. Tout simplement parce que il arrive à Lucie ou aux Australopithèques
de se tenir sur ses deux jambes. Donc on peut considérer qu'il est bipède. C'est pour ça qu'il fait partie des hominidés, parce qu'il n'est plus à quatre pattes, sinon il ferait partie du genre animal. Mais l'Australopithèque n'est bipède que partiellement, qu'imparfaitement, c'est-à-dire qu'il alterne les stations debout et les stations à quatre pattes. Et ça, on le sait grâce justement au squelette, au fossile, au squelette de Lucie, parce que grâce à la forme des os, j'imagine, on sait très précisément, comme si on y était, comment se déplaçait Lucie, l'Australopithèque. Même si son crâne est en grande partie absent, grâce notamment aux fragments de mâchoire, on a pu avoir une idée très précise du volume du crâne. Et on sait que le volume du crâne abritait un cerveau de 450 cm3, ce qui veut dire qu'on a un animal plus intelligent que la moyenne, mais évidemment moins intelligent que nous aujourd'hui. Et on sait que l'Australopithèque, Lucie, devait mesurer autour d'1,10 m. C'est-à-dire moins que ta taille à toi. Et sauf qu'elle avait atteint son âge d'adulte, puisqu'on vivait pas longtemps. D'ailleurs, elle est morte noyée probablement après être tombée d'un arbre. Elle se serait noyée suite à une inondation. C'est ce que l'autopsie a permis, semble-t-il, de découvrir. Donc, elle avait atteint plus ou moins son âge d'adulte, alors que toi, tu es plus grand qu'elle et tu n'es pas encore adulte. Homo habilis, donc lui, c'est plus un préhumain, lui c'est le premier homme, c'est le premier de nos hommes, c'est le premier de nos ancêtres directs. Homo habilis, lui, il a un crâne plus développé, donc on peut en conclure qu'il est plus intelligent. Il est un petit peu plus grand que Lucie, au minimum il a la même taille que l'Australopithèque, il est un petit peu plus grand. Et il est un petit peu plus grand aussi parce qu'il se redresse nettement, tout simplement parce que lui, c'est un bipède permanent. C'est-à-dire qu'il passe le plus clair de son temps à marcher sur deux pattes, sur deux jambes plutôt. Deux pattes, ça serait si c'était un animal, sur deux jambes. Et il n'y a pas que ça comme nouveauté. Il y a le fait qu'il commence à se déplacer, puisqu'on va le trouver en Afrique, non plus seulement de l'Est, mais aussi en Afrique du Sud. Et surtout, il invente les premiers outils. C'est aussi ça qui le distingue du règne animal. C'est qu'il a l'intelligence de se forger des outils qui vont lui permettre d'améliorer sa vie quotidienne. Alors évidemment, ce qu'on appelle outil, c'est pas une clé anglaise ou une imprimante 3D, ce sont des pierres qu'il va tailler en biface pour pouvoir trancher, couper, mais ça le rend habile. Et l'homo habilis, en latin, c'est l'homme habile, c'est-à-dire celui qui sait concevoir des objets certes rudimentaires, simplistes, et qui va pouvoir s'en servir, qui est suffisamment habile pour le faire. Quelques centaines de milliers d'années plus tard, au cours de la lente et de la longue évolution des hominidés, l'Homo habilis va s'effacer progressivement pour laisser la place à Homo erectus, l'homme dressé, dont le crâne atteint pour la première fois le volume de 1000 cm3, donc il est encore plus intelligent que son prédécesseur. Et l'homme erectus, lui, il est nettement plus grand, puisqu'il atteint une taille aux alentours d'1,50 m à 1,60 m. Lui, il est debout, dressé. Erectus, c'est ce que ça veut dire. Oui, parce qu'il est encore plus bipède, si j'ose dire, que Homo habilis. Et lui, non seulement il perfectionne les outils d'Homo habilis, il en crée d'autres, plus élaborés,
mais en plus, il va apprendre à domestiquer le feu, ce qui va lui changer considérablement la vie. Et il change de cadre de vie, puisqu'il ne se cantonne pas à l'Afrique, mais il va quitter le continent africain, comme on l'a vu quand on a fait la carte. C'est lui qui va commencer à se répandre lentement, à raison de quelques dizaines de kilomètres par génération, vers l'Europe et vers l'Asie. Il faut dire que Homo erectus, il a duré presque 2 millions d'années. Donc, même s'il se déplace lentement, il a quand même eu le temps de le faire. Alors, un petit mot sur Homo neanderthalensis, l'homme de Néandertal, du nom du lieu où il a été trouvé en Europe. Alors, même s'il n'est pas dans notre exercice, on peut quand même en parler. Eh bien, l'évolution est toujours la même. Il est plus grand que son prédécesseur. Ou du moins au minimum de la même taille. Par contre, il est encore beaucoup plus intelligent que son prédécesseur, ce qui explique qu'il va encore perfectionner ses outils. Continuer bien sûr à entretenir le feu, évidemment. Ce qui est acquis par la génération précédente est conservé par la suivante, mais en plus, lui va enterrer ses morts. Et on le trouve en Europe, en Asie, et il a eu une existence assez brève, comparée à son prédécesseur, puisqu'il a vécu à peu près 300 000 ans. Et les hommes de Néandertal se sont éteints vers moins 30 000, ou 30 000 ans avant Jésus-Christ. Même si certains scientifiques considèrent d'ailleurs qu'il n'est pas totalement éteint, dans la mesure où une partie de l'humanité, semble-t-il, conserve une partie des gènes de l'homme de Néandertal, encore aujourd'hui. Finissons avec l'homo qui nous est le plus familier, et pour cause, puisque c'est nous-mêmes, l'homo sapiens, l'homme savant, notre ancêtre direct, c'est même nous-mêmes nés vers moins 200 000. Alors encore une fois, pour nous, ça paraît extraordinairement lointain, mais à l'échelle de l'histoire, de l'univers, de la planète ou même de l'humanité, c'est quand même très récent. Donc le volume crânien, la taille montre que l'évolution se poursuit. Homo sapiens est beaucoup plus intelligent, c'est aussi pour ça qu'il est l'homme savant, plus grand. Lui aussi améliore la gamme d'outils que lui a légué ses prédécesseurs. Lui aussi enterre ses morts et il invente l'art. Et lui, on le trouve dans le monde entier, comme on l'a vu quand on a fait la carte de début de séquence. Du coup, on en arrive à la correction de notre exercice, qui montre que sur les 4 ancêtres, 3 sont des humains. Seul l'Australopithèque n'est pas considéré comme un humain, mais comme un préhumain. On peut dire aussi un primate. Un primate, c'est-à-dire un gorille. Seul l'Australopithèque et l'Homo habilis ne résident que sur le continent africain. Les autres, on les trouve un peu partout dans le monde. Seules les 3 familles Homo habilis, erectus et sapiens sont parfaitement bipèdes. Seuls Homo erectus et Homo sapiens sont une taille supérieure à 1,50 m. Seuls Erectus et Sapiens ont aussi un crâne supérieur ou égal à 1000 cm3.
Et on voit bien que c'est finalement Homo sapiens qui fait le plus de choses parce qu'il est le seul à enterrer ses morts, à inventer l'art. Donc pour résumer, plus le temps passe, plus nos ancêtres s'humanisent, si je puis dire, plus ils deviennent bipèdes, intelligents, grands, costauds, perfectionnés, habiles dans le maniement des outils et inventifs en démultipliant leurs activités. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Bon, je pense que c'est assez simple. Et bien voilà, voilà ce qu'il faut retenir de notre découverte des hominidés. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle séance consacrée à nos ancêtres, les premiers hommes. À bientôt!